La saga des Nobel, c'est l'histoire des grandes découvertes et des idées du XXe siècle. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming ou encore Dr Schweitzer sont déjà entrés dans la légende. Pour acquérir une crédibilité en sciences, le Nobel a consacré des savants reconnus. Lorsque Wilhelm Röntgen obtient le prix Nobel de physique en 1901 pour sa découverte des rayons X, il est membre de 22 sociétés scientifiques et a déjà reçu 7 autres prix. L'institution attend qu'une théorie ou une découverte soit devenue incontestable. En 1918, Albert Einstein est considéré par tous comme un très grand savant, mais le jury Nobel hésite à distinguer sa théorie de la relativité, qui suscite encore des controverses. Lorsqu'il reçoit le prix en 1921, c'est pour l'effet photoélectrique qui a de nombreuses applications. Marconi obtient le prix Nobel en 1909 pour la réalisation de la transmission sans fil. Il s'était inspiré des découvertes plus fondamentales de Hertz et de Branly qui, eux, n'ont pas été récompensés. En sciences, certains travaux sont couronnés alors qu'on en oublie d'autres d'égale importance. Sigmund Freud est le plus célèbre des oubliés du Nobel. Il est proposé à 5 reprises, mais le jury n'arrive pas à décider si c'est le Nobel de médecine ou celui de littérature qu'il faut lui attribuer. En réalité, la psychanalyse était encore une science qui rencontrait bien des résistances. Est-ce qu'on peut hériter du Nobel ? On peut en avoir l'impression quand on pense que chez les Curie, le père, la mère, le gendre et la fille totalisent à eux 4 5 prix Nobel. Mais c'est l'affiliation scientifique qui compte. Héréditaire du savoir. Tous se plaignent des sollicitations qui les empêchent de travailler. Sommes-nous seuls? Ou faisons-nous partie d'un grand tout, un tissu de vie qui s'étirerait sur plusieurs années-lumière dans l'univers? Sommes-nous seuls? Derrière cette question se cachent d'autres questions existentielles. Comment sommes-nous arrivés ici? Faisons-nous partie de quelque chose de plus grand? Mais pendant des années, cette question est restée taboue pour la science. Qu'est-ce que l'univers? Comment a-t-il commencé? Pourquoi et comment pourrait-il finir un jour? Certains refusent l'idée selon laquelle il serait né dans un Big Bang. Les cosmologistes acceptent pour la plupart cette théorie, mais s'ils peuvent expliquer le comment, ils n'ont aucune idée du pourquoi. Est-ce une théorie de physique ou une philosophie? Les scientifiques qui cherchent à comprendre le comment de l'univers et qui cherchent à remonter à l'éventuel démarrage de cet univers, s'il y en a eu un, comme cela est envisagé dans les théories du Big Bang,
n'arrive jamais au point zéro, c'est-à-dire à l'éventuel début où le temps et l'espace sont égaux à zéro. Comme si l'éventuel démarrage dans le temps et dans l'espace nous échappait. Quelque chose nous échappe qui est essentiel, puisque c'est le démarrage dans le temps et dans l'espace. On pourrait dire, pour prendre une image, notre naissance à chacun d'entre nous nous a totalement échappé. Et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel pour nous et pour comprendre qui nous sommes. Donc, si cette origine dans le temps et dans l'espace, ce commencement dans le temps et dans l'espace nous échappe, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut donc trouver une autre explication. Le phénomène de la lumière a toujours soulevé de grands débats. Vers 1704, Isaac Newton avance sa théorie selon laquelle la lumière est composée de particules, à l'opposé de Christian Huygens qui en défend le caractère ondulatoire. La science retiendra le concept de Newton. Jusqu'à ce que Thomas Young, un autre physicien anglais, vienne prouver le contraire. Ces expériences démontrent que la lumière se comporte comme une onde. Mais connaît-il des phénomènes que la science ne peut expliquer? Celui qui va chambouler la physique classique est en même temps un de ses ardents défenseurs, Max Planck. Max Planck est bien celui à qui nous devons tous ces exploits techniques. Avec sa constante, Planck a inventé une nouvelle branche de la physique, consolidée plus tard par Einstein et notamment Niels Bohr. Leurs travaux ont vraiment ouvert la voie à la physique des quanta, qui explique le microcosme des atomes et des particules infimes. La mécanique quantique est l'une des théories les plus importantes de notre époque. Pourtant, elle reste méconnue, contrairement à la théorie de la relativité d'Einstein. La mécanique quantique passionne les physiciens du monde entier. À l'Institut Max Planck d'optique quantique à Garching, on a une bonne longueur d'avance dans ce domaine. Comme la bonne vieille physique classique était facile à comprendre. Mais si l'on y regarde de plus près et que l'on se place au niveau de l'atome, force est de constater que la physique classique du 19e siècle se heurte à ses limites. Car les particules minuscules du microcosme se comportent tout autrement que les grands objets du macrocosme. On parvient à expliquer certains phénomènes isolés au niveau de ces petites particules, mais il manque encore à ces explications une base théorique commune. Les particules peuvent avoir un caractère ondulatoire et inversement que les ondes peuvent avoir un caractère particulaire. Au début du XXe siècle, de nombreux autres physiciens, aujourd'hui célèbres, travaillent pour établir les bases de la mécanique quantique. La mécanique quantique repose sur des probabilités. Comme lorsqu'on lance un dé, on ne peut jamais dire avec précision sur quelle face le dé va tomber, mais seulement prévoir une certaine probabilité. En mécanique quantique, c'est la même chose avec les ondes attachées aux particules. Elles renseignent sur la probabilité que les particules se trouvent à tel endroit. Une probabilité et non une certitude, contrairement à la pomme de Newton dans la physique classique déterministe. Les mathématiques de la mécanique quantique sont acceptées par la majorité des physiciens. En revanche, ce que ces symboles mathématiques décrivent fait aujourd'hui encore l'objet de nombreux débats.
zum Abschluss, zum Endgültigen werden wir nie kommen. Das wissenschaftliche Arbeiten wird nie aufhören. Es wäre schlimm, wenn es aufhören würde. Denn wenn es keine Probleme mehr gäbe, dann würde man die Hände in den Schoß legen und den Kopf zur Ruhe und würde nicht mehr arbeiten. Und Ruhe ist Stillstand und Ruhe ist Tod. Mais la physique classique possède aussi son lot de phénomènes non expliqués. Pourquoi la pomme tombe-t-elle? Qu'est-ce que la pesanteur? Autant de questions qui n'ont pas encore trouvé de réponse précise. Professeur Rempe, vous êtes le directeur de l'Institut Max Planck d'optique quantique. Nous avons apporté un livre avec les physiciens quantiques les plus connus. Pouvez-vous nous présenter vos amis? Max Planck. Oui, en effet. On avait déconseillé au jeune Max Planck d'étudier la physique parce que, soi-disant, tout avait déjà été découvert. Il ne restait plus qu'à calculer 2-3 petites choses et le monde n'aurait plus de mystère. Or, quelques dizaines d'années plus tard, il a découvert la physique quantique. C'est une grande découverte dont il est le seul auteur. Et là, nous avons... Oh, Schrödinger. Schrödinger est célèbre pour son chat. Vers le milieu des années 30, Schrödinger a montré que les chats pouvaient, selon les lois de la physique quantique, être simultanément morts et vivants. Et ça n'a pas troublé que M. Schrödinger. Et là... Là, c'est Werner Heisenberg. Il est connu pour sa relation d'incertitude, selon laquelle on ne peut pas mesurer simultanément et avec précision la position et l'impulsion d'une particule. Dans quelle mesure la mécanique quantique a-t-elle modifié notre regard sur le monde? La vision classique du monde était une vision déterministe. On pouvait alors calculer, tout du moins en principe, tout ce que l'on voulait. Ce n'est plus le cas avec la physique quantique. Si je place une petite particule quelque part, à un endroit donné, je peux calculer les probabilités qu'elle a d'aller à tel ou tel endroit. Mais je ne peux jamais dire précisément où elle va aller. La notion de hasard entre en jeu. La théorie repose sur l'idée que les particules, photons, électrons, protons, n'ont pas de masse en elles-mêmes et se déplacent à la vitesse de la lumière. Ce qui crée la matière, c'est l'entrée en collision de ces particules avec les bosons de Higgs. Le vide, qui ne serait pas vide mais peuplé de ces bosons qui forment un champ, le champ de Higgs, une sorte de colle qui ralentit les particules et donne une masse. Une étape vers la connaissance totale de l'univers, elle expliquerait la partie visible évaluée à 4% par les scientifiques. Le reste, la matière noire ou l'énergie noire qui pousse les galaxies à s'éloigner les unes des autres à une vitesse inexpliquée, demeure un mystère. Une nouvelle théorie appelée la mécanique quantique. Une théorie capable de décrire un monde microscopique avec beaucoup de succès. Mais voilà le problème. La mécanique quantique est une théorie radicale qui va soudain complètement pulvériser nos précédentes façons de considérer l'univers. Les théories d'Einstein présupposent un univers organisé et prévisible. Mais Niels Bohr n'est pas d'accord. Ses collègues et lui proclament qu'à l'échelle des atomes et des particules, le monde est un jeu de hasard. Au niveau atomique ou quantique, c'est le règne de l'incertitude. Le mieux qu'on puisse faire, d'après la mécanique quantique, c'est l'habilité d'avoir un résultat plutôt qu'un autre. Albert Einstein refuse de croire que la nature fondamentale de la réalité, dans ce cas-là de plus essentiel, est déterminée par le hasard. C'est ce qu'Einstein ne pouvait pas accepter. Il a dit « Dieu ne joue pas au dé ». Cette idée selon laquelle on ne pouvait pas dire avec certitude que telle ou telle chose allait se produire ne lui plaisait pas.
pour Niels Bohr, la mesure bouleverse tout. Il est convaincu qu'avant toute mesure, donc avant qu'on fasse une observation, les caractéristiques d'une particule sont incertaines. Le Danois accepte cette nature intrinsèquement floue de la réalité. Pas Einstein, qui croit à la certitude, pas seulement lors d'une observation, mais en permanence. Malgré les arguments d'Einstein, Bohr campe sur ses positions. Quand le premier répète que Dieu ne joue pas au dé, le second rétorque « Cessez de dire à Dieu ce qu'il doit faire ». Je veux savoir comment Dieu a créé l'univers. Je ne m'intéresse pas à tel ou tel phénomène ou au spectre de tel ou tel élément. Je veux découvrir ce que Dieu pense. Tout le reste est détail. La physique s'est divisée en deux camps distincts. Un qui utilise la relativité générale pour l'étude des objets lourds de l'infiniment grand, tels que les étoiles, les galaxies et l'univers dans son ensemble. Et un autre qui utilise la mécanique quantique pour l'étude d'objets infiniment petits, tels que les atomes et les particules. Et je dirais que c'est comme si on avait deux familles n'arrivant pas à s'entendre sur rien et refusant de discuter. Et qui devraient vivre sur le même toit malgré tout. Et il a toujours semblé qu'on n'arriverait jamais à combiner la mécanique quantique et la relativité générale en une théorie unique qui serait susceptible de décrire l'univers à toutes les échelles.
الحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. واسم عبد المطلب شيبة بن هاشم، ولما له من سمعة طيبة بين العرب وخصال كريمة وحضور آسر، فقد أتى بعقود الإلاف من سادة قبائل العرب من الشام إلى مكة. كان هاشم قد تزوج في مكة وأنجب من الأولاد نضلة وأبا صيفي وأسد. ثم إن عبد المطلب لما رأى من جرأة قومه وعشيرته عليه، نذر إن رزقه الله 10 أبناء أن يذبح أحدهم. لا ورب الكعبة، سن عبد المطلب لا تدعوه يفعل، وإلا صار سنة في قريش. لا تفعل يا أبي، أرجوك لا تفعل، لا تفعل. لعل رب البيت يجد لك مخرجا. يا عبد المطلب، يا سيد مكة، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل يا عبد المطلب، لا تفعل يا عبد الله ابن عمتي فاطمة، والله لن نتركك تذبحها. إنه أحب إخوتي إلي. لا تفعل يا عبد المطلب، لا تفجعني بعبد الله، إنه فيذة كبدك. يا طيران، يا زبير، أيها الحارث، يا عبد مناف، ويحكم أخاكم.
يا عبد المطلب، يا ابن عم، إن ذبحت عبد الله لتصيرن سنة في قريش، فأنت قدوة فيها. والله يا عبد المطلب لا تذبح حتى تعثر فيه، فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وما ترون يا معشر قريش؟ وما ترون؟ ليس عبد المطلب من يحنث بنذر لرب البيت الحرام، وقد أكرمني برؤيا جاءت كفلق الصبح فحفرت زمزم وطاب ماؤها شرابا لحجاج البيت. نذهب به إلى عرفة الحجاز، فإن لها تابعا، فسلها وأنت على رأس أمرك، فإن أمرتك بذبحه ذبحته، وإن أمرتك بأمر لك وله فيه نفع قبلته. هيئوا الرواحل وهيا لنذهب إلى عرفة الحجاز، عسانا نجد عندها مخرجا. يا رب الكعبة، أنقذ عبد الله ونذري ثقل شعري ذهبا وفضة. هذا لعبد الله وهذا للابن. اضرب يا صاحب القداح، اضرب بقداحك يا أخي شوف. عبد الله زدها 10 من الإبل، اضرب بقداحك. عبد الله زدها أيضا 10 من الإبل. هيا اضرب بقداحك. عبد الله اضرب حتى يرضى رب عبد المطلب. لبيك يا رب الكعبة، لبيك يا رب الكعبة، لبيك يا رب الكعبة. أبشر يا فاطمة، أبشروا يا معشر قريش، أبشروا يا بني هاشم، قد نجا عبد الله. 100 من الإبل تنحر حول الكعبة وفي أزقتها وأمام دورها وعلى جبالها، لا يرد عنها أحد، لا إنس ولا جن ولا طائر ولا وحش. 100 من الإبل. بورك فيك يا عبد المطلب. بل بورك عبد الله، والله ما أظن ما جرى له إلا مكرمة من رب هذا البيت ليطعم بسببه أهل حرمه، الغني والفقير، الحاج والمعتمر.
آراء السادة المحترمين، ووفقا لقوانين المعبد في مثل تلك الأمور ومن أجل نبذ الخلاف فإن أعدل حل هو إجراء القرعة. ماذا لو خسر زكريا القرعة يا حنة؟ هذا ما يتمناه هؤلاء فعلا وينتظرونه. قد أتيتم. نستطيع الآن البدء بالطقوس. يا يهوى العادل، احكم بينهم واختر من بين أقارب مريم من يكفلها. ألقوا الأقلام في الماء الآن، والقلم الذي يبقى آخرا صاحبه هو الذي يكفل مريم. عملنا عبثيا، فإن الرب أراد لك أن تتكفل بتربية مريم. مهلا، انتظروا أيها السادة، إنني أرى أنه يجب أن نقترع الآن من جديد. القرعة كانت سليمة وقد شهدها الجميع، فلنذهب. إنني أعترض على هذا الأمر. أنا أرى أنه يجب علينا أن نعيد القرعة من جديد أيها السادة.